Ma fille millionnaire m'a vu entrer et sortir d'un refuge et a crié « Pourquoi tu vis ici si je t'ai donné une maison ?» J'étais sous le choc. Je n'avais jamais vu cette maison. Ma sœur a pâli, a détourné le regard et a murmuré « J'allais te le dire aujourd'hui. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre qui le méritait plus. » Puis, 30 minutes plus tard, 3 voitures sont arrivées et... Bonjour. Je m'appelle Gisèle Berger. J'ai 65 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Avant de commencer, je vous demande une chose. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Votre soutien m'aide à continuer de partager mon histoire. Merci du fond du cœur. C'était un mardi après-midi, fin octobre 2024. Le ciel de Bordeaux était gris, lourd, comme si la pluie hésitait encore à tomber. Le vent froid du sud-ouest fouettait mon visage tandis que je marchais dans la rue de Bacalan, un quartier tranquille, près des quais. J'avais un sac en plastique à la main. Dedans, quelques vêtements propres que j'avais lavés au refuge ce matin-là. Le refuge Sainte-Marie. C'est là que je vivais depuis 3 ans. 3 ans dans un bâtiment ancien, aux murs gris et aux couloirs qui sentent le désinfectant et la tristesse. 3 ans à partager une chambre avec 2 autres femmes. 3 ans à attendre mon tour pour la douche, pour manger, pour exister. Je ne me plains pas. Les bénévoles étaient gentils, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais ce n'était pas une maison, ce n'était pas un foyer, c'était un lieu où on survit, pas où on vit. Je venais de sortir du refuge après avoir déposé mes affaires quand j'ai entendu un bruit de frein, fort, brutal. Une Mercedes noire venait de s'arrêter au milieu de la rue. La portière arrière s'est ouverte d'un coup. Et elle est sortie. Ma fille, Estelle. Mon cœur s'est arrêté. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. 10 longues années. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, attachés en queue de cheval impeccable. Elle portait un manteau beige élégant, des lunettes de soleil même sous ce ciel gris et des chaussures qui devaient nous coûter plus cher que tout ce que je possédais. Elle a traversé la rue en courant. Vers moi. Maman? Sa voix, mon Dieu, sa voix. Je l'avais presque oubliée. Je suis restée figée, le sac plastique serré dans mes mains tremblantes. Estelle? Elle s'est arrêtée à 2 mètres de moi. Ses yeux me scrutaient de haut en bas. Elle semblait sous le choc, comme si elle voyait un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était haute, tremblante. « Pourquoi tu vis dans ce lieu si je t'ai donné une maison ?» Une maison. J'ai cligné des yeux, confuse. Une maison? Elle a fait un geste vers le refuge derrière moi. Oui? Pourquoi tu es ici? Tu as vendu la maison? Tu as dépensé tout l'argent? Je ne comprenais rien. Mon cerveau tournait à vide. Estelle, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais une autre voix l'a interrompue. Estelle, attends. Je me suis tournée. Ma sœur, Annette. Elle était sortie du côté conducteur de la Mercedes. Elle était pâle, très pâle. Annette? J'ai murmuré. Elle a détourné le regard. Ses mains tremblaient. Gisèle, j'allais te le dire aujourd'hui. La voix d'Estelle a explosé. Me dire quoi? Le silence est tombé, lourd, pesant. Estelle a fait un pas vers elle, les poings serrés. Annette, où est la maison que j'ai achetée pour ma mère? Ma sœur a baissé les yeux. Je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Sa voix était basse, tremblante. À quelqu'un qui en avait plus besoin. Le monde autour de moi s'est arrêté. Je ne comprenais pas. Rien de tout ça n'avait de sens. Estelle a reculé, comme si on venait de la frapper. Tu as... Quoi? Annette a essayé de parler, mais Estelle l'a interrompue, la voix brisée. J'ai envoyé 300 000 € pendant 10 ans. Médicaments, vêtements, la maison, tout passait par toi. 300 000 €? Mes jambes ont failli céder. Estelle. Ma voix était un murmure. Tu as envoyé de l'argent? Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Oui, maman. Pendant 10 ans, chaque mois, pour toi. Je suis tombée assise sur le trottoir froid. Mon sac plastique a glissé de mes mains.
Je n'ai jamais rien reçu. Estelle est tombée à genoux devant moi. Quoi? Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je n'ai jamais rien reçu. Je pensais que tu m'avais abandonné, que tu étais millionnaire et que tu ne te souciais plus de moi. Le visage d'Estelle s'est décomposé. Elle a saisi mes mains. Non, 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 non. Elle pleurait maintenant. Je t'ai toujours aimé, maman. Toujours. Je l'ai regardée, cette femme que je ne reconnaissais presque plus. Ma fille. Ma petite fille. Alors, où est tout cet argent? Estelle s'est levée lentement. Elle s'est tournée vers Annette. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une rage froide. Où est l'argent, Annette? Ma sœur tremblait. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Estelle a sorti son téléphone portable. Ses doigts tremblaient en composant un numéro. Allô? Police nationale? Mon sang s'est glacé. J'ai besoin de signaler une escroquerie. Une appropriation indébite. C'est urgent. Elle a donné l'adresse, le nom d'Annette, les détails. Puis elle a raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Annette s'est effondrée contre la voiture. Estelle, je peux tout expliquer. Estelle l'a coupée, la voix froide comme la glace. Tu as 30 minutes avant qu'ils n'arrivent. Je te suggère de réfléchir à ce que tu vas leur dire. Moi, je restais assise sur ce trottoir froid de Bordeaux, incapable de bouger, incapable de comprendre. Ma vie venait de basculer. Encore. Les minutes qui ont suivi ont été un brouillard. Je suis restée assise sur ce trottoir froid, les jambes engourdies, le cerveau incapable de traiter ce qui venait de se passer. Estelle était debout devant moi, le téléphone encore à la main, le regard fixé sur Annette. Ma sœur, ma propre sœur, celle en qui j'avais eu confiance pendant toutes ces années, celle qui venait me voir au refuge chaque mois avec un sourire triste et des excuses. Estelle est très occupée, tu sais. Elle pense à toi, mais elle travaille beaucoup. C'est ce qu'elle me disait, à chaque fois. Et moi, comme une idiote, je la croyais. Annette s'est laissée glisser contre la portière de la Mercedes, les mains sur le visage. Elle pleurait. Ou peut-être qu'elle faisait semblant. Je ne savais plus rien. Gisèle, je suis désolée. Sa voix était étouffée par ses mains. Je ne voulais pas. Je n'avais pas le choix. Estelle a éclaté. Pas le choix? Tu avais le choix de ne pas voler ma mère. Tu avais le choix de ne pas détourner 300 000 €? 300 000 €. Ce chiffre résonnait dans ma tête comme une cloche. 300 000 € que je n'avais jamais vus. 300 000 € qui auraient pu changer ma vie. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes. Annette, regarde-moi. Ma voix était calme, trop calme. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage était rouge, gonflé par les larmes. Pendant 3 ans, je t'ai vu venir au refuge, chaque mois. Tu m'apportais un paquet de biscuits, parfois un pull, et tu me disais qu'Estelle ne pouvait pas venir parce qu'elle était occupée. J'ai fait un pas vers elle. Tu me regardais dans les yeux et tu me mentais. Elle a secoué la tête. Ce n'était pas comme ça. Mais je l'ai interrompue. Si, c'était exactement comme ça. Tu me regardais dormir dans un refuge, manger dans des assiettes en plastique, porter les mêmes vêtements pendant des mois. Et tu savais. Tu savais que ma fille m'envoyait de l'argent. Tu savais qu'elle pensait à moi. Annette a éclaté en sanglots. J'avais des dettes, j'allais tout perdre. Mon appartement, ma voiture, tout. Estelle s'est avancée, les poings serrés. Alors tu as volé ta propre sœur? Tu l'as laissée vivre dans la misère pendant que toi, tu te la coulais douce? Ma sœur s'est levée, tremblante. Je ne me la coulais pas douce. J'ai utilisé cet argent pour survivre, pour payer mes factures, pour... Estelle l'a coupée, glaciale. Pour acheter cette Mercedes. Pour tes vacances à Nice l'été dernier? Pour tes bijoux? Annette est devenue blanche. Comment Estelle savait-elle tout ça? Ma fille a sorti son téléphone et a fait défiler des photos. Je te suis sur les réseaux sociaux depuis des années. J'ai tout vu. Les restaurants, les voyages, les vêtements de luxe. Tout acheté avec l'argent que j'envoyais pour ma mère. Le silence est retombé. Lourd. Accusateur. J'ai regardé Annette, cette femme qui avait été ma confidente, ma sœur, mon unique lien avec Estelle.
Et j'ai réalisé quelque chose. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle m'avait utilisé. La maison. Ma voix était basse. Estelle a dit que tu avais donné une maison à quelqu'un d'autre. C'est vrai? Annette a détourné le regard. Oui. Mon cœur s'est serré. À qui? Elle a hésité. Puis, dans un murmure, elle a répondu. À mon fils. Julien. Mon neveu. Elle avait donné ma maison à mon neveu. Il venait d'avoir un bébé. Il avait besoin d'un endroit pour vivre. Je me suis dit que... Estelle a explosé à nouveau. Tu t'es dit quoi? Que ta sœur pouvait bien crever dans un refuge pendant que ton fils vivait dans une maison que moi, j'avais payée? Annette pleurait maintenant pour de vrai. Des sanglots déchirants, désespérés. Mais je ne ressentais rien. Ni pitié, ni colère. Juste un vide immense. Pendant 3 ans, j'ai cru que ma fille m'avait oublié. Ma voix tremblait. Pendant 3 ans, je me suis réveillée chaque matin dans ce refuge, en me demandant ce que j'avais fait de mal. Pourquoi elle ne m'aimait plus? Pourquoi j'étais seule? Les larmes coulaient sur mes joues, maintenant. Et tout ce temps, c'était toi. Toi qui me volais. Toi qui me mentais. Toi qui détruisais ma relation avec ma fille. Annette a tendu une main vers moi. Gisèle, s'il te plaît, Je me suis reculée. Ne me touche pas. Ma voix était froide, dure, une voix que je ne me connaissais pas. Au loin, j'ai entendu des sirènes. Estelle a levé les yeux. Ils arrivent. Annette est devenue livide. Estelle, s'il te plaît, on peut arranger ça entre nous. Je vais tout rembourser, je te le promets. Estelle l'a regardée avec un mépris glacial. Il est trop tard pour ça. Les sirènes se rapprochaient, de plus en plus fortes, de plus en plus proches. Annette s'est tournée vers moi, désespérée. « Gisèle, dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. Tu es ma sœur. » J'ai planté mes yeux dans les siens. Tu aurais dû y penser avant. 3 voitures de police sont arrivées. Les gyrophares bleus illuminaient la rue grise de Bacalan. Les portières se sont ouvertes. Des agents en uniforme sont sortis. Et tout est devenu réel. Les policiers se sont approchés de nous avec cette démarche professionnelle, presque mécanique, qui ne laisse aucune place à l'émotion. Un homme d'une 40aine d'années, cheveux poivre et sel, visage sévère, s'est avancé le premier. Il portait un badge sur sa veste. Capitaine Moreau. Madame Berger? Il s'adressait à Estelle. Ma fille a hoché la tête, le visage fermé. C'est moi qui ai appelé. Voici ma mère, Gisèle Berger. Et voici ma tante, Annette Berger. C'est elle qui a détourné les fonds que j'envoyais à ma mère depuis 10 ans. Le capitaine a sorti un carnet et a commencé à prendre des notes. Son regard s'est posé sur moi. « Madame, vous confirmez les faits ?» J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Tout allait trop vite. Trop vite pour mon cerveau fatigué, pour mon cœur brisé. Estelle a posé une main sur mon épaule. « Maman, dis-leur la vérité. » J'ai pris une inspiration tremblante. Je vis au refuge Sainte-Marie depuis 3 ans. Je n'ai jamais reçu d'argent de ma fille. Je pensais qu'elle m'avait oublié. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Le capitaine a noté quelque chose. « Et vous, madame ?» Il s'adressait maintenant à Annette. Ma sœur tremblait de tout son corps. J'avais des dettes. Je ne savais pas quoi faire. J'ai utilisé l'argent pour... Sa voix s'est éteinte. Le capitaine a levé un sourcil. Pour... Annette a baissé la tête. Pour mes factures, mon loyer, ma voiture. Un autre policier s'est approché, plus jeune, et a tendu la main vers Estelle. Vous avez des preuves des transferts? Estelle a sorti son téléphone et a fait défiler des dizaines de captures d'écran. Transferts bancaires, reçus, e-mail. Tout était là, noir sur blanc. 300 000 € envoyés sur le compte d'Annette Berger entre 2015 et 2024. Le jeune policier a sifflé entre ses dents. C'est du lourd. Le capitaine Moreau s'est tourné vers Annette, le visage dur. « Madame Berger, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, escroquerie et abus de confiance. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Annette a éclaté en sanglots. « Non, s'il vous plaît, j'ai un fils, j'ai une famille. »
Le capitaine n'a pas scié. Vous auriez dû y penser avant. Un policier lui a mis les menottes. Le cliquetis du métal a résonné dans la rue silencieuse comme un glas. Annette s'est tournée vers moi une dernière fois, les yeux rouges, le visage ravagé. « Gisèle, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai regardée. Cette femme qui avait partagé mon enfance, mes rires, mes secrets. Cette femme qui m'avait trahi de la pire des façons. Je ne sais pas si je pourrai un jour. Ma voix était plate, vide. Les policiers l'ont emmenée vers une des voitures. Elle pleurait, suppliait, mais personne ne l'écoutait plus. La portière s'est refermée sur elle, et elle a disparu derrière les vitres teintées. Le capitaine Moreau s'est tourné vers Estelle. « Nous aurons besoin de vous pour une déposition complète demain matin au commissariat. Vous aussi, Madame Berger. » Il me regardait. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les voitures de police sont reparties, sirène éteinte cette fois. Le silence est retombé sur la rue de Bacalan. Estelle et moi sommes restés seuls, debout, face à face. 10 ans de silence entre nous, 10 ans de malentendus, de mensonges, de douleurs. Elle a fait un pas vers moi. « Maman !» J'ai levé une main. « Attends !» Ma voix tremblait. « J'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu ne m'as jamais contacté directement? Pourquoi tu passais toujours par Annette ?» Estelle a détourné le regard, mal à l'aise. « Parce qu'on s'était disputé. Tu te souviens? Avant mon départ pour Dubaï. » Je me souvenais. Oh oui, je me souvenais. Une dispute terrible. Elle voulait partir à l'étranger pour monter son entreprise. Je voulais qu'elle reste en France, près de moi. Nous avions dit des choses horribles, des choses qu'on ne peut pas effacer. Je t'avais dit que tu faisais une erreur. Ma voix était basse, que tu allais tout perdre, que tu ne réussirais jamais. Estelle a hoché la tête, les yeux brillants de larmes. Et moi, je t'avais dit que tu ne comprenais rien, que tu étais trop vieille pour comprendre mes ambitions. Le silence, lourd, chargé de regrets. Après mon départ, j'ai eu honte. Elle a continué, la voix tremblante. J'avais honte de ce que je t'avais dit, mais j'étais trop orgueilleuse pour t'appeler. Alors j'ai demandé à Annette de servir d'intermédiaire. Je lui envoyais de l'argent chaque mois. Je pensais qu'elle te le donnait. Je pensais que tu vivais bien. Une larme a roulé sur sa joue. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je me suis approchée d'elle, lentement, mes jambes tremblaient. Avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci. Pendant 3 ans, j'ai dormi dans une chambre partagée avec des inconnus. Pendant 3 ans, j'ai mangé de la soupe tiède dans des assiettes en plastique. Pendant 3 ans, je me suis demandé pourquoi ma fille ne m'aimait plus. Ma voix se brisait. Et tout ce temps, tu pensais à moi? Tu m'envoyais de l'argent. Tu voulais m'aider. Estelle a tendu une main vers moi, hésitante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, maman. Jamais. J'ai pris sa main, froide, tremblante, et pour la première fois depuis 10 ans, j'ai serré ma fille dans mes bras. Elle a éclaté en sanglots contre mon épaule. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Moi aussi, je pleurais. Toutes ces années perdues, toutes ces souffrances inutiles, tout ça à cause d'une femme, ma propre sœur. Nous sommes restés enlacés pendant de longues minutes au milieu de cette rue froide de Bordeaux. Les passants nous regardaient avec curiosité, certains détournaient les yeux, gênés par notre intimité exposée. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je tenais ma fille dans mes bras, et rien d'autre n'avait d'importance. Finalement, Estelle s'est détachée doucement. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main, laissant des traces de mascara sur ses joues. « Viens, on ne peut pas rester ici. » Elle a regardé le refuge derrière moi avec une expression de douleur. « Tu ne retourneras plus jamais là-dedans. » J'ai secoué la tête, confuse. « Mais où vais-je aller ?» Elle a souri à travers ses larmes. « Avec moi, à l'hôtel, et demain, on va tout régler. » Nous sommes montés dans la Mercedes noire. L'intérieur sentait le cuir neuf et un parfum coûteux que je ne connaissais pas. J'ai touché le siège avec hésitation, comme si j'allais le salir rien qu'en m'asseyant. Estelle a démarré sans un mot. Nous avons roulé à travers les rues de Bordeaux en silence. Un silence lourd, chargé de toutes ces années perdues, de toutes ces questions qui restaient sans réponse.
Finalement, j'ai pris la parole. Annette me disait que tu étais trop occupée pour me voir, que tu travaillais jour et nuit, que tu pensais à moi, mais que tu n'avais pas le temps. Ma voix était basse. Je la croyais. Estelle a serré le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Cette garce? Le mot m'a fait sursauter. Ma fille ne jurait jamais. Elle me racontait l'inverse. Estelle continuait, les yeux fixés sur la route. Elle me disait que tu ne voulais pas me parler, que tu étais encore en colère contre moi, que tu refusais mon aide par fierté. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi? Estelle a hoché la tête. Chaque fois que je lui demandais si je pouvais t'appeler, elle trouvait une excuse. Ta mère est fatiguée. Ta mère est malade. Ta mère a besoin de temps. Alors j'attendais, et j'envoyais de l'argent, toujours plus d'argent, pensant que ça compenserait mon absence. Elle a ri amèrement. Quelle idiote j'ai été. J'ai posé une main sur son bras. Non, nous avons toutes les deux été ses victimes. Le mot sonnait étrange dans ma bouche. Victime. Moi, victime de ma propre sœur. Nous sommes arrivés devant un hôtel magnifique sur les quais. Le Grand Hôtel de Bordeaux. Un groom en uniforme s'est précipité pour ouvrir nos portières. J'ai regardé mes vêtements usés, mon sac plastique que j'avais récupéré sur le trottoir. Je ne pouvais pas entrer là-dedans. Estelle, je ne peux pas. Elle m'a coupé, ferme. Si, tu peux. Tu es ma mère. Tu mérites le meilleur. Le hall était somptueux. Lustres en cristal, marbre blanc, bouquets de fleurs fraîches partout. Les gens nous regardaient. Je voyais leurs yeux glisser sur mes vêtements, sur mon visage fatigué. Je voyais leur jugement. Mais Estelle marchait la tête haute, me tenant par le bras comme si j'étais une reine. À la réception, elle a parlé avec autorité. Je voudrais une suite, la meilleure que vous avez. Le réceptionniste a tapé sur son ordinateur. Bien sûr, madame, la suite Prestige est disponible. Quelques minutes plus tard, nous étions dans un ascenseur doré qui montait vers le 5e étage. J'observais le reflet de mon visage dans les miroirs. Une vieille femme fatiguée, aux cheveux gris négligés, au visage creusé par les années difficiles. Comment en étais-je arrivé là? La porte de la suite s'est ouverte sur un appartement plus grand que toutes les chambres du refuge réunies. Un salon avec des canapés en velours, une chambre immense avec un lit king size, une salle de bain en marbre avec une baignoire qui aurait pu contenir 3 personnes. Estelle, c'est trop. Ma voix tremblait. Elle a posé son sac et s'est tournée vers moi. Non, maman. Ce n'est pas trop. C'est le minimum. Tu as vécu dans la misère pendant 3 ans à cause d'Annette, à cause de moi aussi, d'une certaine façon. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. Si. Elle s'est assise sur le canapé, épuisée. Si j'avais été moins orgueilleuse, si je t'avais appelé directement au lieu de passer par Annette, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'ai laissé ma mère vivre dans un refuge pendant 3 ans. 3 ans. Je me suis assise à côté d'elle. Tu ne savais pas. Annette nous a manipulés toutes les deux. Nous sommes restées silencieuses un moment, puis Estelle a relevé la tête. Demain matin, nous irons au commissariat pour faire nos dépositions. Ensuite, nous irons voir un avocat. Annette va devoir rembourser chaque centime, et elle va aller en prison. Sa voix était dure, déterminée. Je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle t'a fait. J'ai regardé ma fille, cette femme forte, déterminée, que je ne reconnaissais presque plus. Tu as tellement changé. Elle a souri tristement. Toi aussi, maman. C'était vrai, nous avions toutes les deux changé. 10 ans, c'est long, trop long. Raconte-moi. Ma voix était douce. Raconte-moi ta vie à Dubaï, ton entreprise, comment tu es devenue, tout ça. Estelle a pris une inspiration. C'est une longue histoire. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Nous avons tout notre temps maintenant. Et elle a commencé à parler. Elle m'a raconté son arrivée à Dubaï en 2015 avec seulement 10 000 € en poche. Comment elle avait dormi dans un studio minuscule pendant des mois. Comment elle avait travaillé 18 heures par jour pour lancer son entreprise d'import-export. Comment elle avait failli tout abandonner 20 fois, mais elle avait persévéré. Et lentement, très lentement,
Son entreprise avait grandi. Aujourd'hui, elle employait plus de 200 personnes. Elle avait des bureaux à Dubaï, à Londres, à New York. Elle brassait des millions. En l'écoutant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, de la fierté, une fierté immense, écrasante. Ma fille avait réussi, contre toute attente, malgré mes doutes, malgré nos disputes. Tu avais raison. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir. Elle s'est arrêtée, surprise. Quoi? J'ai pris sa main. Tu avais raison de partir, de suivre tes rêves. J'avais tort de vouloir te retenir. Les larmes sont revenues. Je suis tellement fière de toi, Estelle. Elle a serré ma main fort. Merci, maman. Ça signifie tout pour moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le lit le plus confortable que j'avais connu depuis des années. Pendant quelques secondes, j'ai cru que tout n'était qu'un rêve, que j'allais ouvrir les yeux et me retrouver dans ma petite couchette du refuge, avec les ronflements de Madame Petit dans la couchette d'à côté. Mais non, j'étais bien dans cette suite luxueuse. Les draps étaient doux, le matelas moelleux. Et par la fenêtre, je voyais les quais de Bordeaux baignés dans la lumière grise du matin de novembre. Estelle m'avait laissé dormir dans la chambre pendant qu'elle prenait le canapé du salon. J'avais protesté, mais elle avait insisté. « Tu as besoin de repos, maman. Moi, je peux dormir n'importe où. » Je me suis levée lentement et j'ai trouvé Estelle déjà habillée, assise à la table du salon avec un café et son ordinateur portable. Elle était au téléphone, parlant en anglais avec quelqu'un. Son ton était professionnel, autoritaire. C'était étrange de l'entendre ainsi. Ma petite fille qui donnait des ordres à des adultes à l'autre bout du monde. Elle a raccroché en me voyant. « Bonjour, maman. Bien dormi ?» J'ai hoché la tête. Comme je n'avais pas dormi depuis des années. Elle a souri. J'ai commandé le petit déjeuner. Ça arrive dans 10 minutes. Effectivement, peu après, on a frappé à la porte. Un chariot roulant est entré, chargé de viennoiseries, de fruits frais, de jus d'orange, de café. Un festin. Je ne savais même pas par où commencer. Nous avons mangé en silence, chacune perdue dans ses pensées. Puis Estelle a regardé sa montre. « On doit être au commissariat dans 1 heure. »« Tu es prête ?» J'ai hésité. « Je n'ai rien à me mettre. Mes vêtements. » Elle a levé la main. J'ai déjà pensé à tout. Elle est allée dans sa chambre et en est revenue avec plusieurs sacs de boutiques de luxe. J'ai appelé une amie ce matin. Elle t'a choisi quelques tenues. J'ai ouvert les sacs avec des mains tremblantes. Des vêtements neufs, élégants, un pantalon noir, un chemisier blanc, un manteau en laine, des chaussures, des sous-vêtements, même du maquillage. Estelle, c'est trop. Elle m'a coupé gentiment. Rien n'est trop pour toi, maman. Va t'habiller. On part dans 30 minutes. 1 heure plus tard, nous étions assises dans un bureau froid du commissariat de police de Bordeaux. Le capitaine Moreau était en face de nous, un carnet ouvert devant lui. « Madame Berger, je vais vous poser quelques questions sur votre relation avec votre sœur Annette. » Sa voix était professionnelle, neutre. J'ai hoché la tête. « Depuis combien de temps vivez-vous au refuge Sainte-Marie ?» J'ai réfléchi. 3 ans. « Depuis janvier 2022. » Il a noté. « Et avant ça ?» J'ai senti ma gorge se serrer. J'avais un petit appartement dans le quartier de Bastide, mais je n'arrivais plus à payer le loyer. J'ai été expulsée. Le capitaine a levé les yeux. « Vous n'aviez pas de revenus ?» J'ai secoué la tête. Une petite retraite, 650 € par mois, ce n'était pas assez. « Et votre sœur Annette, elle vous aidait ?» J'ai ri amèrement. Elle me disait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle aussi avait des difficultés financières. Elle venait me voir au refuge 1 fois par mois avec quelques courses. Un paquet de biscuits, du dentifrice, ce genre de choses. Le capitaine prenait des notes. « Elle ne vous a jamais parlé de l'argent que votre fille lui envoyait ?» J'ai secoué la tête, la colère montant. « Jamais. Elle me disait qu'Estelle était trop occupée pour m'appeler, qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle pensait à moi mais qu'elle n'avait pas le temps. » Ma voix tremblait maintenant. Je la croyais. Je croyais que ma fille m'avait oubliée, que je ne comptais plus pour elle. Estelle a pris ma main. Je l'ai serrée fort. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans ce refuge en pensant que personne ne m'aimait,
que j'étais seule au monde. Le capitaine a continué ses questions. Votre fille vous a montré les preuves des transferts bancaires. 300 000 € envoyés à votre sœur entre 2015 et 2024. Vous n'avez jamais rien reçu? J'ai secoué la tête. Rien, pas un centime. Il a noté quelque chose. Annette vous a-t-elle expliqué ce qu'elle comptait faire de la maison que votre fille avait achetée? J'ai senti les larmes monter. Elle m'a dit qu'elle l'avait donnée à son fils Julien, mon neveu, parce qu'il avait un bébé et qu'il avait besoin d'un endroit pour vivre. Le capitaine a froncé les sourcils. Elle a donné une propriété qui ne lui appartenait pas. C'est un délit. Estelle est intervenue. Je veux cette maison récupérée, et je veux que Julien soit interrogé. Il est complice. Le capitaine a levé une main. Nous allons enquêter, mais il est possible que votre neveu ne soit pas au courant. Annette a pu lui raconter que la maison lui appartenait. Estelle a serré les dents. Dans tous les cas, il devra partir. Cette maison appartient à ma mère. Le capitaine a hoché la tête. Nous allons vérifier les documents de propriété et agir en conséquence. Il s'est tourné vers moi. Madame Berger, êtes-vous prête à porter plainte contre votre sœur? J'ai hésité. Porter plainte. Contre ma propre sœur. Celle avec qui j'avais grandi. Celle qui m'avait consolée quand notre mère était morte. Celle qui avait été ma seule famille pendant des années. Mais cette même personne m'avait volé, trahi, laissé souffrir. J'ai pensé à ces nuits dans le refuge, à la honte que je ressentais, à la solitude écrasante. J'ai regardé Estelle, ma fille, celle qui m'avait toujours aimée, celle qui m'avait envoyé de l'argent pendant 10 ans sans jamais savoir que je ne recevais rien, celle qui était venue me chercher. J'ai pris une grande inspiration. Oui, je porte plainte. Le capitaine a sorti des formulaires. Très bien. Je vais avoir besoin de votre signature ici et ici. J'ai signé. Ma main tremblait, mais j'ai signé. Pour moi, pour Estelle, pour toutes ces années perdues. Quand nous sommes sortis du commissariat, le ciel de Bordeaux était toujours aussi gris. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais forte. On va voir un avocat maintenant, Estelle a dit en démarrant la voiture. Maître Bernard, c'est le meilleur dans ce genre d'affaires. Le cabinet de Maître Bernard était situé dans le centre historique de Bordeaux, dans un immeuble en pierre blonde. Son bureau était luxueux, rempli de livres de droit et de diplômes encadrés. L'homme lui-même était dans la cinquantaine, cheveux grisonnants, costume impeccable. Mademoiselle Berger, c'est un plaisir de vous revoir. Il a serré la main d'Estelle, puis la mienne. Et vous devez être Madame Berger. Votre fille m'a expliqué la situation au téléphone. Nous nous sommes assises. Maître Bernard a ouvert un dossier. Voici ce que je propose. Nous allons attaquer sur plusieurs fronts. Premièrement, récupération de la maison. Deuxièmement, remboursement intégral des sommes détournées avec intérêt. Troisièmement, dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Maître Bernard a continué, son ton professionnel, mais empreint d'une certaine indignation. Madame Berger, ce que votre sœur a fait est criminel. Détournement de fonds, abus de confiance, appropriation indébite. Elle risque plusieurs années de prison. J'ai avalé ma salive difficilement. Prison, ma sœur en prison. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, l'idée me faisait mal. Estelle a dû voir mon trouble, car elle a posé une main sur mon bras. Maman, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de justice. Maître Bernard a acquiescé. Votre fille a raison. Annette Berger a délibérément détourné des fonds destinés à une personne vulnérable. Le juge ne sera pas clément. Il a feuilleté des documents. J'ai déjà lancé les procédures. La maison sera saisie dans les prochains jours. Votre neveu devra l'évacuer. J'ai pensé à Julien, mon neveu que je n'avais pas vu depuis des années. Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il était complice de sa mère? Et s'il refuse de partir? Ma voix était faible. Maître Bernard m'a regardé avec compassion. Il n'aura pas le choix. Nous avons les documents prouvant que la maison a été achetée avec l'argent d'Estelle, destiné à vous. La propriété vous revient de droit. Il a sorti d'autres papiers. En ce qui concerne les 300 000 €, nous allons demander le remboursement intégral. Annette devra vendre tout ce qu'elle possède, son appartement, sa voiture, ses biens,
Et si ce n'est pas suffisant, elle devra rembourser le reste après sa sortie de prison. Estelle a serré les poings. Je veux qu'elle perde tout, comme elle a fait perdre 3 ans de vie décente à ma mère. La réunion avec l'avocat a duré presque 2 heures. Quand nous sommes sortis, j'étais épuisée. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Estelle a dû le voir car elle a proposé. On va déjeuner quelque part de calme. Tu as besoin de te reposer. Nous sommes allés dans un petit restaurant près de la cathédrale Saint-André. Un endroit discret, avec des nappes blanches et des bougies. Nous nous sommes installés près d'une fenêtre donnant sur la place. « Commande ce que tu veux, maman. » Estelle a dit en me tendant le menu. J'ai regardé les prix et j'ai failli m'étouffer. 30 € pour une entrée, 50 pour un plat principal. Estelle, c'est beaucoup trop cher. Elle m'a coupé avec un sourire. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. Laisse-moi te gâter un peu. » J'ai commandé un saumon grillé. Estelle a pris une entrecôte. Le vin était excellent, le service impeccable. Mais je ne pouvais pas vraiment profiter. Mon esprit était ailleurs, chez Annette, dans cette maison que je n'avais jamais vue, avec Julien qui ne savait peut-être même pas qu'il vivait dans une maison qui m'était destinée. « À quoi tu penses ?» Estelle m'a demandé doucement. J'ai hésité. À Julien, à ce qu'il va ressentir quand il découvrira tout ça. Estelle a posé sa fourchette. « Maman, tu n'es pas responsable des mensonges d'Annette. Si Julien souffre, c'est à cause d'elle, pas à cause de toi. » Je savais qu'elle avait raison, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Il a un bébé. Où vont-ils aller ? Estelle a soupiré. Je ne sais pas, mais ce n'est pas notre problème. Annette aurait dû y penser avant. Nous avons fini notre repas dans un silence relatif. Puis, Estelle a sorti son téléphone. J'ai quelque chose à te montrer. Elle a fait défiler des photos, des images d'un appartement magnifique, immense, avec des baies vitrées donnant sur une ville de gratte-ciel et de lumière. C'est mon appartement à Dubaï, elle a dit avec une fierté évidente. 350 mètres carrés, au 42e étage d'une tour sur la marina. J'ai regardé les photos émerveillé. Des meubles design, une cuisine ultramoderne, une terrasse avec vue sur le Burj Khalifa. C'est magnifique, j'ai murmuré. Estelle m'a regardé dans les yeux. Je veux que tu viennes vivre avec moi là-bas. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? Elle a pris mes mains. Viens à Dubaï, maman, on va tout recommencer, toi et moi. J'ai secoué la tête, dépassée. Estelle, je ne peux pas. Dubaï, c'est un autre monde. Je ne connais rien à... Elle m'a interrompu. Tu apprendras, et tu ne seras pas seule. Je serai là. On va rattraper le temps perdu. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais qu'est-ce que je ferai là-bas ? Je suis vieille, je n'ai aucune compétence, Estelle a souri. Tu te sous-estimes, maman. Tu as 65 ans, pas 90, et j'ai une proposition pour toi. Elle a fait une pause. Je veux que tu travailles pour moi, dans mon entreprise. J'ai failli rire. Travailler pour toi ? Estelle, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise internationale. Je ne parle même pas anglais. Elle a levé la main. Tu n'as pas besoin de parler anglais pour le poste que j'ai en tête. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui connaît la France, la culture française, les contacts locaux. J'ai cligné des yeux, confuse. Je ne comprends pas. Estelle s'est penchée en avant. Mon entreprise veut se développer en Europe, particulièrement en France. J'ai besoin d'une vice-présidente pour les opérations européennes, quelqu'un qui sera mon bras droit, quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Elle m'a regardée intensément. Je te propose ce poste, maman. Je suis restée bouche bée, vice-présidente. Moi, une femme qui vivait dans un refuge il y a 2 jours. Estelle, tu es folle, je ne peux pas. Elle m'a coupée fermement. Si, tu peux. Tu es intelligente, travailleuse, honnête. Tu as élevé une enfant seule, tu as survécu à des années difficiles, tu es plus forte que tu ne le penses. J'ai secoué la tête, les larmes coulant maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Estelle a souri. Dis oui. Le lendemain, nous sommes retournés au commissariat. Le capitaine Moreau nous attendait dans son bureau. J'ai de nouvelles informations. Il a dit en nous faisant asseoir. Annette Berger a accepté de tout confesser. Elle a signé des aveux complets.
Mon cœur a bondi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le capitaine a ouvert un dossier. Elle confirme avoir reçu les 300 000 € de votre fille sur une période de 10 ans. Elle confirme n'avoir jamais transmis cet argent à vous, Madame Berger. Elle confirme avoir utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles. Appartement, voiture, voyage, restaurant. Il a tourné une page. En ce qui concerne la maison, elle confirme l'avoir fait mettre au nom de son fils, sans votre accord, ni celui de votre fille. Estelle a serré les dents. Et mon neveu, il savait? Le capitaine a secoué la tête. Selon Annette, Julien croyait que la maison était un cadeau de sa mère. Il n'était pas au courant de la source des fonds. J'ai ressenti un soulagement étrange. Au moins, Julien n'était pas complice. Le capitaine a continué. Nous avons contacté votre neveu. Il est sous le choc. Il a accepté de libérer la maison immédiatement. Il ne veut pas de problème juridique. Estelle a hoché la tête. Bien. Quand pouvons-nous prendre possession? Le capitaine a consulté ses notes. La procédure devrait être finalisée d'ici 2 semaines. La maison sera transférée au nom de Madame Berger. Il m'a regardé. C'est votre propriété légitime. J'ai eu du mal à réaliser. Une maison, ma maison. Après des années à vivre dans un refuge, j'allais avoir une maison. 2 semaines plus tard, nous étions devant une maison que je n'avais jamais vue. Une petite maison en pierre avec un jardinet à l'avant, située dans le quartier résidentiel de Codéran, à Bordeaux. Elle était modeste mais charmante, avec des volets bleus et une porte en bois massif. C'est ici. Estelle a dit en coupant le moteur de la Mercedes. C'est la maison que j'ai achetée pour toi il y a 3 ans. J'ai regardé par la fenêtre, incapable de bouger. Cette maison aurait dû être ma maison. J'aurais dû y vivre pendant 3 ans. Au lieu de ça, c'est Julien qui en avait profité. Julien, sa femme et leur bébé. « Maman, ça va ?» La voix d'Estelle m'a tiré de mes pensées. J'ai hoché la tête. « Oui, c'est juste. Étrange. » Nous sommes descendus de la voiture. Maître Dubois nous attendait devant la porte avec un trousseau de clés. « Madame Berger, félicitations, la maison est officiellement à votre nom. » Il m'a tendu les clés. Je les ai prises avec des mains tremblantes. Elles étaient lourdes, réelles. J'ai ouvert la porte. L'intérieur était vide, complètement vide. Julien avait tout emporté. Les meubles, les rideaux, même les ampoules. Seuls les murs nus et le parquet rayé restaient. Ils ont tout pris. J'ai murmuré. Maître Dubois a froncé les sourcils. C'est regrettable mais légal. Techniquement, les meubles leur appartenaient. Estelle a fait le tour des pièces, le visage fermé. Peu importe, on va tout racheter. De toute façon, maman ne vivra pas ici. Je me suis tournée vers elle. Quoi? Elle m'a regardée avec détermination. Tu viens à Dubaï avec moi, tu te souviens? Cette maison, on va la rénover et la louer, ou la vendre. Mais toi, tu ne resteras pas à Bordeaux. J'ai senti mon cœur se serrer. Quitter Bordeaux. Quitter la France. C'était terrifiant. Nous avons visité toute la maison. 3 chambres à l'étage, un salon et une cuisine en bas, une petite salle de bain. C'était modeste, mais c'était à moi. Enfin. Tu te rends compte? J'ai dit à Estelle alors que nous étions dans le jardin à l'arrière. J'aurais pu vivre ici, j'aurais pu avoir un jardin, un endroit à moi. Au lieu de ça, j'ai dormi dans un refuge. Ma voix tremblait de colère. Estelle m'a prise dans ses bras. Je sais, maman, je sais, mais c'est fini maintenant. Annette va payer pour ce qu'elle a fait. Nous sommes restés enlacés un long moment. Puis, Maître Dubois nous a rejointes. Madame Berger, j'ai d'autres nouvelles. Le procès d'Annette est fixé au 15 décembre. Dans 1 mois, vous devrez témoigner. Mon estomac s'est noué. Témoigner. Devant un juge, devant Annette. Je ne sais pas si je peux. Estelle a serré ma main. Tu peux, et je serai là avec toi. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Estelle est restée à Bordeaux pour m'aider à tout organiser. Nous avons vendu la maison de Codéran à un jeune couple. L'argent a été placé sur un compte à mon nom. C'est ton argent, maman. Pour ta retraite. Pour ton avenir. Estelle avait insisté. Nous avons aussi passé du temps ensemble. De vrais moments. Nous avons marché le long des quais, bu du café dans les petits bistrots,
parler de tout et de rien. Nous avons rattrapé 10 ans en quelques semaines. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant près de la place de la Bourse, Estelle m'a posé une question. « Maman, tu m'en veux encore? Pour être partie? Pour ne pas avoir insisté pour te voir ?» J'ai posé ma fourchette. « Je t'en ai voulu, pendant longtemps, mais maintenant je comprends. Tu avais tes raisons, et Annette a tout fait pour nous séparer. » Estelle a baissé les yeux. Je me sens tellement coupable. Si j'avais été moins têtue, si j'avais fait l'effort de venir te voir directement. Je l'ai interrompue. On ne peut pas revenir en arrière, Estelle. On peut seulement avancer. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Elle a souri à travers ses larmes. Tu as raison. Le 15 décembre est arrivé trop vite. Le jour du procès. Nous sommes arrivés au tribunal de grande instance de Bordeaux tôt le matin. L'imposant bâtiment en pierre me faisait peur. J'avais mis une de mes nouvelles tenues, un tailleur gris que Estelle m'avait acheté. Je voulais avoir l'air digne, respectable. Maître Dubois nous attendait à l'entrée. « Êtes-vous prête, Madame Berger ?» J'ai hoché la tête, même si je ne l'étais pas vraiment. Oui. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle était grande, austère, avec des bancs en bois et une estrade pour le juge. Et puis je l'ai vue. Annette, ma sœur. Elle était assise à côté de son avocat, le visage pâle, les traits tirés. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux immédiatement. Le juge est entré. Un homme d'une 60aine d'années, l'air sévère. Affaire numéro 2024-3456. Le ministère public contre Annette Berger pour détournement de fonds, abus de confiance et appropriation indébite. La voix du juge résonnait dans la salle. Le procureur a commencé à présenter le dossier, les preuves, les transferts bancaires, les témoignages. Tout était là, noir sur blanc. Annette avait volé 300 000 € sur 10 ans. Elle avait laissé sa propre sœur vivre dans la misère. Puis ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levée, les jambes tremblantes. J'ai marché jusqu'à la barre des témoins. Le juge m'a regardée. « Madame Berger, racontez-nous votre relation avec l'accusé. » J'ai pris une grande inspiration. Annette est ma sœur, ma seule sœur. Nous avons grandi ensemble. Après la mort de nos parents, nous étions tout ce qu'il nous restait. Ma voix tremblait. Quand ma fille est partie à Dubaï, Annette a proposé de servir d'intermédiaire entre nous. Elle me disait qu'Estelle était trop occupée pour m'appeler, qu'elle travaillait jour et nuit, qu'elle pensait à moi, mais qu'elle n'avait pas le temps. J'ai senti les larmes monter. Je la croyais. Je croyais que ma fille m'avait oubliée. Le juge a froncé les sourcils. « Vous ne saviez pas que votre fille vous envoyait de l'argent ?» J'ai secoué la tête. « Non, jamais. Annette me rendait visite au refuge une fois par mois avec quelques courses. Un paquet de biscuits, du dentifrice. Rien de plus. » Ma voix s'est brisée. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un refuge en pensant que personne ne se souciait de moi. Le silence dans la salle était pesant. Le juge a regardé Annette. L'accusée a-t-elle quelque chose à dire? Annette s'est levée lentement. Son avocat lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a pris le micro. Je suis désolée. Sa voix était faible, brisée. J'avais des dettes. Je ne savais pas quoi faire. L'argent était là, sur mon compte. C'était facile, trop facile. Elle a levé les yeux vers moi. Gisèle, je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais que tu allais bien, que le refuge était correct. Le juge l'a coupé. L'accusé a délibérément détourné des fonds destinés à sa sœur, une personne vulnérable. Elle a menti pendant des années. Elle a profité de la confiance qui lui était accordée. Il a feuilleté des documents. Le tribunal ne tolère pas ce genre de comportement. Annette s'est effondrée en larmes, mais je ne ressentais rien. Plus de pitié, plus de colère, juste du vide. Le procès a duré toute la journée. Des témoins ont défilé. Le directeur du refuge Sainte-Marie a confirmé que j'y avais vécu pendant 3 ans, dans des conditions précaires. Un expert comptable a détaillé le détournement des fonds, mois par mois, année par année. 300 000 €, une somme énorme. Estelle a témoigné elle aussi. Elle a raconté comment elle avait fait confiance à sa tante,
comment elle avait envoyé de l'argent religieusement chaque mois, croyant aider sa mère. Sa voix tremblait de rage contenue quand elle a décrit le moment où elle m'avait vu sortir du refuge. J'ai cru que j'allais m'évanouir, ma mère, dans un refuge, alors que je lui avais envoyé assez d'argent pour vivre confortablement pendant des années. Elle a regardé Annette avec mépris. Cette femme nous a volés, elle nous a menti. Elle a détruit notre relation pendant 10 ans. L'avocat d'Annette a essayé de plaider les circonstances atténuantes, les dettes, les difficultés financières, le stress. Mais le procureur a balayé ses arguments. Madame Berger avait d'autres options. Elle aurait pu demander de l'aide à sa nièce directement. Elle aurait pu trouver un autre emploi. Au lieu de ça, elle a choisi de voler sa propre sœur, une femme vulnérable qui n'avait personne d'autre. Le procureur a fait une pause dramatique. Le ministère public demande 4 ans de prison ferme et le remboursement intégral des sommes détournées avec intérêt. 4 ans. Le chiffre a résonné dans ma tête. Ma sœur allait en prison. Le juge a suspendu l'audience pour délibérer. Nous sommes sortis dans le couloir. J'avais besoin d'air. Estelle m'a suivi dehors. Il faisait froid. Le ciel de décembre était sombre. « Comment tu te sens ?» Elle m'a demandé. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Vide, soulagée, triste, tout à la fois. Estelle a allumé une cigarette. Je ne savais même pas qu'elle fumait. Elle mérite ce qui lui arrive. Sa voix était dure. Je sais, mais c'est quand même ma sœur. Estelle a tiré sur sa cigarette. Une sœur qui t'a laissé pourrir dans un refuge pendant 3 ans. Une sœur qui m'a menti pendant 10 ans. Une sœur qui a volé 300 000 €. J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Après 1 heure d'attente, nous sommes retournés dans la salle d'audience. Le juge était de retour. Tout le monde s'est levé. « Veuillez vous asseoir. » Le juge a ajusté ses lunettes. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu tous les témoignages, le tribunal a rendu sa décision. Le silence était total. Annette Berger, vous êtes reconnue coupable de détournement de fonds aggravé, abus de confiance et appropriation indébite au préjudice de votre sœur, Gisèle Berger. La voix du juge était ferme, sans appel. Ces actes ont été commis sur une période de 10 ans, avec préméditation et en profitant d'une relation de confiance familiale. Vous avez causé un préjudice moral et financier considérable à la victime. Annette sanglotait maintenant, la tête dans les mains. Le tribunal vous condamne à 3 ans et 6 mois de prison ferme. 3 ans et demi. Moins que ce que le procureur avait demandé, mais assez pour que ce soit réel. De plus, vous êtes condamné à rembourser la somme de 300 000 €, plus 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le juge a frappé son marteau. La séance est levée. Annette s'est effondrée. 2 gendarmes se sont approchés pour l'emmener. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Gisèle, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été ma sœur. Cette femme qui m'avait trahi de la pire des façons. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Les gendarmes l'ont emmenée. Elle pleurait, suppliait, mais personne ne l'écoutait plus. Estelle m'a prise dans ses bras. « C'est fini, maman, c'est fini. » Nous sommes sortis du tribunal. Le soleil se couchait sur Bordeaux. Le ciel était rouge, orange, magnifique. « Tu es prête pour Dubaï ?» Estelle m'a demandé avec un sourire. J'ai réfléchi. Quitter la France, quitter Bordeaux, commencer une nouvelle vie à 65 ans. C'était terrifiant, mais aussi excitant. Oui, je crois que je suis prête. Les 2 semaines suivantes ont été intenses. Nous avons préparé mon départ. J'ai fait mes adieux au refuge Sainte-Marie. Les bénévoles étaient heureux pour moi. Madame Petit, ma compagne de chambre, m'a serrée dans ses bras. « Tu vas nous manquer, Gisèle, mais tu mérites ce bonheur. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Prends soin de toi. » Elle a souri tristement. « Toi aussi. » J'ai aussi dit au revoir à quelques amis. Pas beaucoup. Ma vie à Bordeaux avait été petite, limitée. La plupart des gens que je connaissais étaient au refuge. Et je ne reviendrai pas en arrière. Jamais. Le jour du départ est arrivé, le 28 décembre 2024. Estelle avait réservé 2 billets en première classe pour Dubaï. Première classe. Moi, qui n'avais jamais pris l'avion de ma vie. À l'aéroport, j'étais nerveuse. Les gens couraient partout,
Les écrans affichaient des destinations exotiques. Estelle m'a guidée à travers les contrôles de sécurité, l'enregistrement des bagages. Elle connaissait tout par cœur. Pour elle, voyager était une seconde nature. Pour moi, c'était un autre monde. Nous sommes montés dans l'avion. Les sièges de première classe étaient immenses, en cuir, avec des écrans individuels et des couvertures douces. « C'est incroyable !» j'ai murmuré. Estelle a ri. « Attends de voir Dubaï. » L'avion a décollé. J'ai regardé par le hublot. Bordeaux devenait de plus en plus petit. La France disparaissait sous les nuages. Je fermais un chapitre de ma vie. Un chapitre douloureux, difficile. Mais j'en ouvrais un nouveau. Pendant le vol, Estelle m'a parlé de Dubaï. La chaleur, les gratte-ciel, la diversité culturelle. C'est un endroit où on peut se réinventer, maman. Tu vas voir. Je l'ai écoutée, essayant d'imaginer. Mais c'était difficile. J'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Nous avons atterri à Dubaï en pleine nuit, mais la ville brillait de mille feux. Des tours immenses illuminées, des routes larges comme des autoroutes, des voitures de luxe partout. C'était comme un autre monde. Nous avons pris un taxi jusqu'à l'appartement d'Estelle. La tour était vertigineuse, 42 étages. L'ascenseur montait si vite que j'ai eu mal aux oreilles. Quand les portes se sont ouvertes sur l'appartement, j'ai eu le souffle coupé. C'était encore plus beau que sur les photos. Immense, moderne, avec des baies vitrées donnant sur toute la ville. « Bienvenue chez toi, maman », Estelle a dit doucement. « Chez moi ». Ces mots sonnaient étrangement, mais aussi merveilleusement. Je me suis approchée de la fenêtre. Les lumières de Dubaï scintillaient à perte de vue. Le Burj Khalifa se dressait au loin, majestueux. « C'est magnifique », j'ai murmuré. Estelle m'a rejointe. « Oui, et c'est ton nouveau départ. » Les premières semaines à Dubaï ont été difficiles. Tout était différent. La chaleur étouffante même en janvier, la langue que je ne comprenais pas, les coutumes que je ne connaissais pas. Je me sentais perdue, déplacée. Mais Estelle était patiente. Elle m'a présenté à ses amis expatriés français. Des gens brillants, accomplis, qui m'intimidaient au début. Mais ils ont été gentils avec moi. Ils ne savaient rien de mon passé au refuge. Pour eux, j'étais simplement la mère d'Estelle, venue vivre avec sa fille. Estelle m'a aussi inscrite à des cours d'anglais. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, maman. Juste capable de tenir une conversation de base. » Les cours étaient 3 fois par semaine. Mon professeur, une jeune indienne nommée Priya, était incroyablement patiente. « You can do it, Gisèle. Don't be afraid to make mistakes. » Peu à peu, j'ai commencé à comprendre quelques mots, quelques phrases. 1 mois après mon arrivée, Estelle m'a emmenée dans ses bureaux. Une tour de verre et d'acier dans le quartier des affaires. Son nom était inscrit en lettres dorées à l'entrée. Berger International Trading. « Tu es prête ?» elle m'a demandé dans l'ascenseur. Mon cœur battait à 100 à l'heure. « Je ne sais pas. » Les portes se sont ouvertes sur un open space immense. Des dizaines de personnes travaillaient devant des ordinateurs, parlaient au téléphone dans différentes langues. L'énergie était palpable. Estelle m'a guidée à travers les bureaux. Les employés la saluaient avec respect. « Bonjour, Madame Berger. »« Good morning, Miss Berger. » Elle rayonnait de confiance. Nous sommes arrivés devant une grande salle de conférence. Estelle a ouvert la porte. Une dizaine de personnes étaient assises autour d'une table. Ils se sont levés en nous voyant. « Je vous présente Gisèle Berger, ma mère et votre nouvelle vice-présidente pour les opérations européennes. » Le silence, puis des applaudissements. Je suis restée figée, ne sachant pas quoi faire. Estelle m'a poussée doucement en avant. « Maman, dis quelque chose. » J'ai pris une grande inspiration. « Bonjour, je suis honorée d'être ici. Et un peu terrifiée, pour être honnête. » Quelques rires. « Je ne suis pas une femme d'affaires, pas encore, mais je vais apprendre et je vais travailler dur pour mériter votre confiance. » Plus d'applaudissements. Estelle souriait, les yeux brillants. Après la réunion, elle m'a montré mon bureau. Un espace vitré avec vue sur la ville, un ordinateur dernier cri, un fauteuil ergonomique. « C'est pour moi ?» Ma voix tremblait. Estelle a hoché la tête. « Tout pour toi. » Sur la porte, une plaque en métal. Gisèle Berger, vice-présidente, opération européenne.
J'ai touché la plaque avec des doigts tremblants. Vice-présidente. Moi. Les semaines suivantes ont été épuisantes. J'apprenais tout de zéro. Les opérations d'import-export, les réglementations douanières, les négociations avec les fournisseurs. Estelle m'a assigné un assistant, un jeune Français nommé Thomas qui m'expliquait tout avec une patience infinie. Ne vous inquiétez pas, Madame Berger, personne ne naît en sachant ces choses. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Le langage des affaires n'était pas si différent du langage de la survie que j'avais appris au refuge. Il fallait être malin, anticiper, négocier. Un jour, Estelle m'a confié ma première vraie mission. Nous voulons établir un partenariat avec un distributeur de vin à Bordeaux. J'ai besoin que tu gères les négociations. Mon cœur a bondi. Moi. Toute seule? Elle a souri. Tu connais Bordeaux mieux que quiconque ici. Tu connais la culture, les gens. Tu es la personne parfaite pour ce travail. J'ai pris le dossier avec des mains tremblantes. C'était ma chance de prouver que j'en étais capable. J'ai passé des jours à préparer la négociation. J'ai étudié le marché, les prix, les concurrents. J'ai fait des simulations avec Thomas. Puis j'ai pris l'avion pour Bordeaux. Retourner en France était étrange. Tout me semblait plus petit, plus gris. Le distributeur s'appelait Monsieur Lavigne, un homme dans la soixantaine, avec une moustache grise et un accent bordelais prononcé. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau près des vignobles. Madame Berger, enchantée. Il m'a serré la main. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Nous avons discuté pendant 2 heures. Du vin, bien sûr, mais aussi de la France, de Bordeaux, de la vie. Monsieur Lavigne était un homme traditionnel. Il aimait faire affaire avec des gens qu'il pouvait comprendre. Et moi, je le comprenais. À la fin de la réunion, il a signé le contrat. Vous avez un don pour la négociation, Madame Berger. J'ai souri. Merci, j'ai appris en survivant. De retour à Dubaï, j'ai présenté le contrat à Estelle. Elle l'a lu, puis m'a regardé avec des yeux brillants. Tu as réussi, tu as décroché un contrat de 2 millions d'euros. 2 millions. Le chiffre me donnait le vertige. C'était ton test, maman. Et tu as brillamment réussi. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie utile, valorisée, vivante. Les mois ont passé. J'ai continué à travailler, à apprendre, à grandir. J'ai négocié d'autres contrats. J'ai voyagé en Europe, rencontré des clients, établi des partenariats. Chaque succès renforçait ma confiance. Un soir, 6 mois après mon arrivée à Dubaï, Estelle et moi étions sur la terrasse de l'appartement. Le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel de rose et d'orange. « Tu es heureuse, maman ?» Elle m'a demandé doucement. J'ai réfléchi. Heureuse. Est-ce que je l'étais? Je crois que oui, pour la première fois depuis très longtemps. Estelle a souri. Tu sais, quand je t'ai vue sortir de ce refuge, j'ai eu le cœur brisé. Je me suis dit que j'avais échoué en tant que fille. J'ai secoué la tête. Non, tu ne m'as jamais abandonnée, c'est Annette qui nous a trahis. Nous sommes restées silencieuses un moment, puis j'ai ajouté « Mais quelque chose de bon est sorti de tout ça. On s'est retrouvés, on a reconstruit notre relation, et tu m'as donné une seconde chance. » Estelle a pris ma main. « Tu te l'es donnée toi-même, maman. Moi, je t'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Merci, ma fille. Pour tout. » Elle a serré ma main. « Non, maman. Merci à toi. Tu m'inspires tous les jours. » Un jour, j'ai reçu une lettre, de prison, d'Annette. Mon cœur s'est serré en voyant son écriture. J'ai hésité à l'ouvrir. Finalement, je l'ai fait. La lettre était courte. « Chère Gisèle, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que je regrette. Chaque jour, chaque nuit, je regrette d'avoir été si égoïste, si aveugle. Je regrette d'avoir détruit notre relation. Je regrette d'avoir volé ta vie pendant 3 ans. J'espère qu'un jour, tu pourras trouver la paix. Même si je ne mérite pas ton pardon. Ta sœur, Annette. » J'ai relu la lettre plusieurs fois. Puis, je l'ai posée sur mon bureau. Je ne savais pas quoi ressentir. De la colère? De la tristesse? De la pitié?
peut-être un peu de tout, mais une chose était sûre. Je n'allais pas répondre. Pas maintenant. Peut-être jamais. Certaines blessures prennent toute une vie à guérir. 1 an après mon arrivée à Dubaï, ma vie avait complètement changé. J'étais méconnaissable, physiquement d'abord. J'avais repris du poids, mes cheveux étaient teints et coiffés régulièrement, je portais des tailleurs élégants. Mais le changement le plus profond était intérieur. Je n'étais plus cette femme brisée qui vivait dans un refuge. J'étais Gisèle Berger, vice-présidente d'une entreprise internationale. J'avais négocié des contrats pour plus de 15 millions d'euros. J'avais voyagé dans 8 pays européens. J'avais embauché une équipe de 10 personnes. À 66 ans, je vivais la vie que je n'avais jamais osé imaginer. Ce matin-là, j'étais dans mon bureau, préparant une présentation pour un client italien, quand Estelle est entrée. Elle avait un sourire étrange. « Maman, j'ai quelque chose pour toi. » Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un document officiel. J'ai lu la première ligne et mon cœur s'est arrêté. Transfert de 10% des parts de Berger International Trading à Gisèle Berger. J'ai levé les yeux vers elle, bouche bée. « Estelle, qu'est-ce que… » Elle a levé la main. « Tu n'es pas seulement ma vice-présidente, maman. Tu es mon associée maintenant. Tu mérites une part de cette entreprise. Tu l'as gagnée. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Elle a souri. « Dis juste oui. » J'ai regardé le document à nouveau. 10%. Sur une entreprise qui valait des dizaines de millions. « Oui ?» J'ai murmuré. « Oui, j'accepte. » Estelle m'a serré dans ses bras. « Bienvenue chez les actionnaires, maman. » Nous avons ri toutes les deux, pleuré aussi. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Le soir même, Estelle a organisé une fête dans l'appartement pour célébrer. Tous mes collègues étaient là, ainsi que quelques amis que je m'étais fait à Dubaï. Thomas a porté un toast. À Madame Berger, la femme la plus inspirante que je connaisse. Vous nous prouvez qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Les applaudissements ont résonné dans l'appartement. Je me sentais submergée d'émotions. Plus tard dans la soirée, Estelle et moi nous sommes retrouvés seuls sur la terrasse. Les lumières de Dubaï scintillaient sous nos pieds. « Tu te souviens de ce jour à Bordeaux ?» Elle a demandé doucement. « Quand je t'ai vu sortir du refuge, comment aurais-je pu oublier ?» Oui, c'était il y a exactement 1 an. Elle a hoché la tête. J'avais tellement peur. Peur que tu ne me pardonnes jamais. Peur que nous ne puissions jamais réparer notre relation. J'ai pris sa main. Moi aussi j'avais peur. Peur de quitter la France, peur de ne pas être à la hauteur, peur de tout gâcher. Elle a serré ma main. « Mais regarde-nous maintenant, regarde ce qu'on a construit ensemble. » J'ai regardé la ville, puis ma fille. On a survécu. Plus que ça, on a prospéré. Estelle a souri. « Non, maman, toi, tu as prospéré. Tu t'es réinventée. » Nous sommes restés silencieuses un moment, savourant l'instant. Puis Estelle a parlé à nouveau. J'ai reçu des nouvelles d'Annette. Mon corps s'est tendu. « Ah oui ?» Elle a hoché la tête. Elle a été libérée il y a quelques semaines pour bonne conduite. Elle a purgé 1 an de sa peine. 1 an. Cela semblait à la fois long et court. Elle a demandé à te voir. Mon cœur a fait un bond. « Quoi ?» Estelle m'a regardé dans les yeux. Elle veut s'excuser en personne. Elle a écrit une lettre, demandant si tu accepterais de la rencontrer. J'ai pris une grande inspiration. Voir Annette, ma sœur, celle qui m'avait trahi, mais aussi celle avec qui j'avais grandi, partager des rires, des secrets. Je ne sais pas si je peux. Estelle a posé une main sur mon épaule. C'est ton choix, maman. Personne ne te force. Si tu veux la voir, je t'accompagnerai. Si tu ne veux pas, on ne parlera plus jamais d'elle. J'ai réfléchi pendant de longues minutes. Finalement, j'ai pris ma décision. Je vais la voir, une fois, pour fermer ce chapitre définitivement. Estelle a hoché la tête. D'accord, je vais arranger ça. 2 semaines plus tard, j'étais de retour à Bordeaux. Annette avait demandé à me voir dans un petit café près de la gare Saint-Jean. J'y suis allée seule. Estelle voulait m'accompagner, mais j'avais besoin de faire ça moi-même. Annette était déjà là quand je suis arrivée. Elle avait vieilli. Beaucoup. Ses cheveux étaient presque entièrement gris, son visage creusé, ses épaules voûtées.
La prison l'avait brisée. Elle s'est levée en me voyant. Gisèle. Sa voix tremblait. Je me suis assise en face d'elle sans un mot. Le silence était lourd, chargé de tout ce qui s'était passé. Finalement, Annette a parlé. « Merci d'être venue. Je ne pensais pas que tu accepterais. » J'ai gardé le silence. Elle a continué, les larmes aux yeux. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. » Elle a baissé la tête. « J'ai perdu 1 an de ma vie en prison. J'ai perdu mon appartement, ma voiture, tout ce que je possédais pour rembourser l'argent. J'ai perdu mon fils. Julien ne me parle plus. Il a honte de moi. » Elle pleurait maintenant. Mais le pire, c'est que j'ai perdu ma sœur. J'ai perdu la seule famille qui me restait. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait été mon ennemie, mais qui avait aussi été ma sœur. Tu m'as laissé vivre dans un refuge pendant 3 ans, Annette. Tu m'as volé ma dignité. Tu as détruit ma relation avec ma fille. Ma voix était calme, mais ferme. J'ai cru pendant des années que personne ne m'aimait, que je ne valais rien. Annette sanglotait. Je sais, et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à ma mort. Elle a levé les yeux vers moi. Mais je voulais te dire une chose, tu es plus forte que moi, tu as toujours été plus forte. Regarde ce que tu es devenue. Vice-présidente d'une entreprise internationale, associée de ta fille. Tu t'es relevée. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Peut-être la dernière barrière de colère. Oui, je me suis relevée, mais pas grâce à toi, malgré toi. Annette a hoché la tête. Je sais. Elle a sorti un mouchoir, s'est essuyé les yeux. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Vraiment. J'ai pris ma tasse de café, bu une gorgée, puis j'ai parlé. Un jour, peut-être, je pourrai te pardonner complètement, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux juste te dire que je ne te déteste plus. Annette a levé les yeux, surprise. C'est déjà plus que ce que je mérite. J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. Nous sommes restés encore quelques minutes, puis je me suis levée. Au revoir, Annette. Prends soin de toi. Elle s'est levée aussi, a tendu une main hésitante. Je l'ai serrée brièvement. Puis, je suis partie. De retour à Dubaï, j'ai raconté la rencontre à Estelle. Elle m'a écoutée en silence. « Comment tu te sens ?» Elle a demandé. « En paix. » J'ai répondu simplement. « Je ne vais plus porter cette colère. Elle ne mérite pas de prendre de la place dans ma nouvelle vie. » Estelle a souri. « Tu es incroyable, maman. » Les mois suivants ont été les plus heureux de ma vie. Mon travail était passionnant, ma relation avec Estelle n'avait jamais été aussi forte. J'avais trouvé ma place dans ce monde. À 66 ans, je n'étais plus une victime. J'étais une survivante, une battante, une femme d'affaires. Un soir de décembre 2025, exactement 1 an après le procès d'Annette, Estelle et moi étions sur notre terrasse. « Tu sais ce que je réalise ?» J'ai dit. « Quoi ?» Elle a demandé. Que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, m'a donné une seconde chance. Sans elle, je n'aurais jamais quitté Bordeaux. Je n'aurais jamais découvert que j'étais capable de tout ça. Estelle a souri. Les épreuves nous révèlent qui nous sommes vraiment. J'ai hoché la tête. Et qui nous pouvons devenir? Nous avons trinqué, nos verres brillants sous les lumières de Dubaï. À nos secondes chances, j'ai dit. À nos secondes chances, Estelle a répété. En regardant cette ville immense, scintillante, pleine de promesses, j'ai réalisé quelque chose. Ma vie avait vraiment commencé à 65 ans. Tout ce qui était venu avant n'était qu'un prologue. Le vrai chapitre, le plus beau, le plus fort, venait seulement de commencer. J'étais Gisèle Berger. J'avais survécu à l'abandon, à la trahison, à la pauvreté. Je m'étais relevée, je m'étais réinventée. Et maintenant, je vivais enfin. Vraiment, pleinement, sans peur, sans honte, avec ma fille à mes côtés, avec un avenir devant moi, un avenir que j'avais choisi, un avenir que j'avais construit, de mes propres mains, de mon propre courage. Et personne ne pourrait jamais me l'enlever.